Hello, salut les amis, encore une fois, c'est moi. Alors, je voudrais partager avec vous certaines nos réflexions, certaines approches que j'ai eues. Donc, après certaines lectures, après certaines expérimentations et tout, je trouve que c'est des choses, c'est des sujets qu'il faudrait aborder quand on parle de tout ce qui est machine learning. Euh, En ce qui concerne la trend d'aujourd'hui, donc on parle d'IA, on parle d'avancées technologiques et tout, mais il faut se rappeler que on essaie de mimer, on essaie de faire ressembler à des comportements humains. Donc, on a trouvé que l'homme était assez intelligent, mais que l'homme, en fait, il était limité dans le sens où, de par ses capacités actuelles, il ne peut pas traiter un très grand nombre d'informations en un temps record. Donc, les ordinateurs aujourd'hui, de par leur performance, permettent, permettent de traiter énormément, donc un gros flux de données en un temps record. Donc, c'est ce qui a fait l'utilisation massive des ordinateurs. Donc, on a des calculs qui sont faits, des calculs qui auraient pu être faits par des humains. Donc, des choses qui seraient traitées en une heure sont faites en quelques minutes. En 2 semaines sont faits en quelques heures. Et voilà où est la performance des ordinateurs. En réalité, les ordinateurs battent les humains en appliquant, je dirais, en faisant du brute forcing. Donc, en appliquant des méthodes de brute forcing. Donc, ils traitent les éléments plus vite et donc ça leur permet d'avoir des résultats qu'on estime plus performants que l'humain. Donc, si tu as une équation, euh, deux inconnus, un humain, voilà, facilement, il peut la résoudre. Trois inconnus, quatre inconnus. Donc, au fur et à mesure qu'on monte, ça devient un peu plus complexe pour l'humain de résoudre. Après, on peut trouver des moyens de résoudre ces équations à plusieurs inconnus, euh, voilà, en utilisant voilà, des matrices, en utilisant des tenseurs. Mais voilà, quand on monte, on va dire quand on évolue donc, au niveau des dimensions, 3 4 5 et voilà, on y va au niveau des dimensions, ça devient un peu plus complexe pour l'humain de traiter cela. Mais derrière tout ça, tous ces concepts-là ont été, on va dire, pensés et établis par des hommes, par des humains, donc qui ont eu ce génie-là de formaliser tout ça. Et ensuite, après les avoir formalisés, bah, on les passe à l'ordinateur qui, lui, voilà, comme un bourrin, fait les calculs plus vite. C'est un peu ça, en fait, en termes de différence entre nous et les machines. Et aujourd'hui, on va dire que le machine learning, donc tout ce qui est intelligence artificielle et tout, c'est en fait, c'est la base de tout. Donc, quand on prend les différents domaines, donc le machine learning, le deep learning, le reinforcement learning, donc machine learning, euh, l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, donc le deep learning, l'apprentissage renforcé, reinforcement learning, euh, voilà. Donc tout ce qui est language model, vision language model et tout ça, en fait, ils utilisent pratiquement tous des algorithmes mathématiques qui, voilà, sont, sont plus ou moins simples. Voilà, donc en fonction de leur utilité. Et, mais en fait, tout ça, en fait, ça se résume à de l'expérimentation. Donc, de par l'implémentation des différents algorithmes euh, qui vont te permettre de produire, de faire de la prédiction, vont te permettre de produire des résultats, c'est de l'expérimentation. Et en fait, de par les expérimentations, les gens dans ce domaine ont pu trouver, catégoriser. Donc, on catégorise, donc on va te parler d'apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé, apprentissage semi-supervisé, ou voilà, algorithme, voilà, qu'on n'arrive pas à classer. Et en fonction de ça, il faut connaître, en fait, en fonction des différents cas, dans quelle catégorie tu te trouves. Et ensuite,
dans la catégorie choisir en fonction des différents algorithmes qui pourraient être les plus appropriés à ta situation, à ton cas d'utilisation. Donc, par exemple, si tu as des données historiques de vente de terrain dans une région, par exemple, et donc tu as une liste de caractéristiques et les prix auxquels les terrains ont été vendus de manière historique, ces données-là, tu peux les utiliser pour entraîner un modèle mathématique qui va te permettre de prédire tes futures ventes. Donc voilà, tu vas te permettre de prédire le coût voilà, de tes futures ventes. Et, mais tout ça, ça demande du travail parce que ce qu'on dit, garbage in, garbage out. Donc, garbage in, garbage out, ça veut dire que si ce qui entre, si ce qui en entrée est de la merde, on va dire, c'est pas de bonne qualité, ce qui en sortira ne sera pas aussi de bonne qualité. Et c'est clair. Donc, on se concentre beaucoup sur l'implémentation des algorithmes, voilà, le déploiement, les performances, mais il y a toute une partie aussi importante, et je dirais qui est la plus importante, c'est la partie relative aux données, c'est ce qui concerne les données. Mais en même temps aussi, il y a la partie expérimentation, test et évaluation des algorithmes, des résultats qu'on obtient de par les algorithmes qu'on met en place. Et ça aussi, c'est une chose euh, assez importante. À- voilà. C'est assez important à savoir. Voilà, voilà. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va essayer de voir, on va essayer de discuter, on va essayer d'échanger sur certaines méthodes ou certaines expérimentations qu'il faut faire lorsqu'on se trouve, lorsqu'on travaille sur un projet d'intelligence artificielle. Bon, là, c'est un peu, j'ai mis machine learning, mais je pense que ça peut s'appliquer au deep learning, au reinforcement learning, ça peut s'appliquer à l'implémentation d'un LLM, voilà, au VLM et tout. Voilà. Même ça peut s'appliquer au feature engineering. Voilà, ça, c'est des discussions, c'est issu de certaines lectures que j'ai faites. Et voilà, on va essayer ensemble de voir ce que ça donne. Alors, donc, lorsqu'on implémente on développe des modèles, donc des modèles d'IA, d'intelligence artificielle, donc sans machine learning, en reinforcement learning et tout, on peut se retrouver confronté à des problèmes de performance. Alors, problèmes de performance, lorsqu'on se retrouve à des problèmes de performance, ça peut être à divers niveaux. Mais on se retrouve, il peut s'avérer que voilà, les résultats ne sont pas forcément corrects. Les résultats ne sont pas, nous ne sommes pas satisfaits des résultats, on n'est pas satisfait du rendu. Voilà. Et là, je parle pas en fait de performance en termes de computing. C'est pas des performances en termes de computing, c'est plutôt des performances en termes de résultats d'output, de throughput. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Donc, quand on finit d'agréger les données, de faire l'entraînement de notre modèle et tout, voilà, donc ce qu'on a en sortie qui va nous permettre de faire des prédictions. Donc, on essaie de toujours améliorer les prédictions, de toujours être le plus précis, le plus proche de la vérité possible. Voilà, donc comment est-ce que nous, voilà, comment est-ce qu'on arrive, on peut arriver à améliorer tout ça. Donc, comme je dis, on peut l'améliorer à différents niveaux. On peut l'améliorer à différents niveaux. On peut l'améliorer au niveau des données. Donc, ça veut dire que, voilà, ton garbage in, garbage out, ça veut dire que nos données doivent être d'une certaine qualité. Donc, il faut mettre le temps qu'il faut et les ressources qu'il faut, donc l'énergie qu'il faut pour avoir des données assez consolidées, assez correctes, assez bien.
pour les passer au modèle pour qu'ils puissent s'entraîner avec et ensuite nous fournir des résultats assez probants. Donc, il aura de nouvelles données, il pourra en fait, basé sur les données historiques qu'il a reçues, produire des résultats qui sont assez proches de la réalité. Donc, statistiquement parlant, une marge d'erreur assez réduite. Donc, on peut aussi faire de l'amélioration au niveau euh, des algorithmes. Donc, ça veut dire quoi? Ça fait une amélioration au niveau des algorithmes, c'est euh, essayer différents algos, voilà, différents algorithmes, différentes implémentations et tout. Mais on fait de l'amélioration au niveau du tuning des réglages. Donc là, c'est un peu au niveau des paramètres et des features. Donc, voir, essayer différentes combinaisons de paramètres, essayer euh, différents poids, voilà. Donc après, on peut faire des combinaisons donc, de résultats. Donc par exemple, on peut avoir différents modèles. Donc on va avoir deux modèles qui, voilà, dans le même projet. Donc on peut avoir deux modèles entraînés qui vont nous donner des prédictions. Et ces prédictions-là, on va les combiner pour en sortir une prédiction finale. Donc différentes stratégies comme ça qu'on peut, euh, qu'on peut faire. Donc, euh, et la partie la plus précieuse dans l'apprentissage automatique est la modélisation prédictive. Donc, on va dire pouvoir prédire les choses à partir de données. Donc, il s'agit du développement de modèles qui sont entraînés à partir de données historiques, donc, comme je l'avais dit, et qui font des prédictions sur de nouvelles données. Et la question numéro un en matière de modélisation prédictive est comment puis-je obtenir de meilleurs résultats? Donc, c'est ce que je disais. Voilà, comment puis ça, c'est une question vraiment essentielle et importante dans la conception de modèles. C'est, il y a toujours il y a toujours cette question-là qui, on va dire, c'est un peu comme et je dirais pas une épée de Damoclès, mais c'est vraiment une préoccupation que tous ceux qui travaillent dans le domaine donc de la conception du modèle d'IA donc et tout, euh, comment obtenir de meilleurs résultats donc à chaque fois. Et donc voilà, ça peut se faire ça peut se faire au premier coup, ça peut se faire progressivement, mais à chaque fois on essaie toujours d'être le plus proche de la vérité. Donc, voilà. Donc, en gros, on va essayer de lister euh, certaines approches. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que voilà, c'est les meilleures approches ou c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Chacun pourra discuter et évaluer de son expérience, son point de vue, de par ses recherches, de par ses lectures aussi. Et même aussi, ce qui est le plus important, c'est de toujours faire un cross-matching, c'est de toujours, on va dire, et tester en fait tout ce qu'on vous dit. Donc, tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous donne comme information, il faut aller, il faut essayer de contredire ces informations, il faut essayer de les éprouver. C'est le plus important. Voilà. Donc comme j'avais mentionné au niveau de l'introduction, donc la présentation euh, la présentation des différents éléments, des différents groupes ou sous-groupes qui feront l'objet d'une autre discussion. Donc, on va essayer de discuter de différentes améliorations qu'on peut apporter donc, au niveau prédiction. Euh, donc, on peut essayer de voir ça sous différents angles. Donc, on peut aborder ça sous l'angle des données. Donc, essayer de travailler sur les données. On peut aborder ça sous l'angle des algorithmes, sous l'angle des réglages de tuning, j'avais dit, et sous l'angle des combinaisons ou ensemble de résultats prédictifs de différents modèles. Voilà. Donc voilà, il est aussi
important de mentionner que les résultats ou on va dire les améliorations, quand on prend du bas vers le haut, donc on part des données jusqu'aux combinaisons, généralement, les gains ne sont pas euh, aussi importants que cela. Donc, ça va dépendre. Voilà. À moins que, donc, et ça, c'est un constat que j'ai fait, on va dire, pour l'instant. Mais ça se discute. Après, il y a tout un volet expérimentation qui, qui est de mise. Donc, de découverte méthodologique à une autre, d'une approche ou d'une combinaison à une autre, les choses peuvent changer. Mais il faut, on va dire, il faut faire plusieurs tests, plusieurs cas d'utilisation pour, on va dire, se trouver, produire des résultats qui, selon vous, sont les plus adaptés, donc sont les plus appropriés. Donc, améliorer les performances grâce aux données. Donc, on peut obtenir une amélioration de gain importante en modifiant les données d'entraînement et la définition du problème. Donc, on va dire, on pourrait avoir un gain plus important à ce niveau-là. Donc, créer des perspectives nouvelles et différentes sur vos données afin d'exposer au mieux la structure du problème sous-jacent aux algorithmes d'apprentissage. Donc, euh, souvent, on a des données. Et les données, on va dire que on fait une sorte de préparation. Donc, on va dire de feature engineering, data scientist et tout, data engineer. Donc, on va dire que les données là, on essaie de les formater, de les présenter sous une certaine forme pour permettre à notre algorithme ou à nos algorithmes de mieux les lire, de mieux s'entraîner en les lisant et derrière de pouvoir nous produire des résultats, on va dire, satisfaisants. Mais là, en fait, on va se retrouver dans une situation où euh, peut-être que la manière dont nous avons structuré nos données, donc de départ, nos données d'entrée, données historiques pour les, 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 les fournir à notre algorithme, c'est pas forcément la meilleure structure. Mais c'est pas forcément la meilleure. Il peut y avoir une meilleure structuration, un meilleur formatage de nos données qui va permettre à notre algorithme de donner de meilleures prédictions. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, ça part d'une approche assez classique, je pense, pour les gens qui ont déjà regardé des tutos sur voilà, du data science, voilà, donc sur des tutos sur comment implémenter des modèles prédictifs, donc en apprentissage automatique. On va dire que ça, cette partie sur les données, c'est quelque chose qui implicitement se fait, voilà, sous certaines dimensions. Donc, que ce soit comment l'acquisition des données, voilà, comment on invente, donc, ou bien comment on génère de nouvelles données, voilà, ou comment on nettoie les données. Voilà, je pense que pour certains qui ont déjà regardé certains tutos, donc voilà, avec Pandas, voilà, on utilise des data frames et où on essaie de combler certains vides, on essaie d'enlever des données qui n'existent pas, des colonnes où il y a des données vides. Voilà, on essaie de bien positionner les différentes données, les différents features. On supprime des colonnes qu'on estime qui ne sont pas utiles par rapport à notre use case, par exemple. Voilà. Supposons que, quand j'ai pris un exemple de vente de maison, par exemple, euh, la maison, il y a la situation géographique de la maison. Euh, donc en termes de localisation de la maison peut être à 5 minutes d'une école
5 minutes d'une école, à 3 minutes d'une crèche, à 10 minutes d'un métro, par exemple, euh, 100 mètres euh, d'un mini centre commercial, ce genre de choses. Ça peut être des informations, par exemple, importantes. Euh, Superficie de la maison, année de construction, ce genre de choses. Voilà. Consommation en énergie. Après, j'essaie de déterminer une information qui n'est pas forcément, voilà, par exemple, euh, voilà, par exemple, une information ou un truc, une donnée qui n'est pas forcément intéressante. La maison, elle est par exemple, euh, voilà, à deux pâtés de maison du cimetière, par exemple. Voilà. C'est pas une information par rapport à la vente qui va aider notre modèle à s'entraîner. Voilà. Euh, Ou par exemple, on essaie de déterminer le prix de vente de la maison en fonction de la euh, superficie, nombre de pièces, commodité. Hmm, Voilà, est-ce qu'il y a un ascenseur si c'est dans un immeuble, si c'est une maison basse, est-ce qu'il y a un jardin, jardin avant, jardin arrière, ce genre de choses, ce genre dans la superficie totale et tout. Voilà. Hmm. Par exemple, est-ce qu'il y a un parking? Donc, un parking, est-ce qu'il est payant, est-ce qu'il n'est pas payant, ce genre de choses. Ça peut être des informations assez intéressantes. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, par exemple, l'obtention des données, par exemple. Donc ici, on va dire, on dit donc, obtenir plus de données. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un échantillon qui n'est pas suffisant, qui n'est pas, on va dire, un échantillon de données qui n'est pas assez fourni. Donc, ce n'est pas suffisant pour pouvoir bien entraîner votre modèle. Euh, Afin de vous donner de meilleures prédictions. Donc, la question qu'il faudrait se poser, mais écoutez, bah, comment est-ce qu'on acquiert plus de données? Donc, si on a un moyen de le faire, là, on le fait. Donc, que ce soit via Internet, que ce soit via des données en entreprise, donc des données internes, que ce soit voilà, il faut trouver un moyen d'avoir plus de données parce que mieux le, 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 le modèle il est entraîné, donc plus il a de données historiques sur lesquelles il peut se baser avec différents use cases, différentes informations qui s'en mêlent, plus il est à même de produire des résultats assez probants. Voilà. Donc donc dans un cas qui peut arriver souvent, si on n'a pas énormément, on n'a pas de sources de données, on peut en inventer. Donc on peut en générer. On peut générer des données qui, à partir des données historiques, on peut se baser sur les données historiques pour générer des fake data, donc des fausses données, dans l'espoir que voilà, ça fasse un certain nombre, donc pour venir renflouer notre base de données et les fournir à notre modèle pour qu'il puisse s'entraîner voilà, là-dessus. Bah, après, la stratégie serait que lorsqu'on met notre modèle à disposition donc des utilisateurs, il faudrait que les données qui seront renseignées par les utilisateurs, ces données en live, puissent être réutilisées pour entraîner le modèle afin que il puisse s'améliorer. Donc, en se basant sur des données réelles. Donc là, on a une combinaison de données réelles auxquelles on a rajouté des données qu'on a générées nous-mêmes pour pouvoir avoir un bon stock afin de fournir euh, à notre modèle pour qu'il puisse s'entraîner. Mais une fois qu'on a mis le modèle en production ou voilà, en utilisation, il faudrait penser à avoir un entraînement continu derrière.
Donc après, voilà, il est important de nettoyer les données. Voilà. Il est important de nettoyer des données parce que souvent, voilà, comme j'avais dit, il est possible qu'il y ait dans nos données euh, des paramètres qui ne sont pas importants, qui pourraient biaiser en fait euh, les prédictions futures. Donc, il serait important de pouvoir les identifier. Alors, ce qui est drôle ici, c'est que on a un modèle qui est censé, on parlait d'intelligence artificielle et tout, qui est assez intelligent, mais en amont, il y a un travail humain qui est à faire, qui est celui-là, qui est celui d'identifier, on va dire, les, les, les informations problématiques donc qui pourraient venir polluer en fait notre échantillon. Voilà, donc il faudrait les retirer et ensuite derrière les fournir à notre algorithme mathématique qui lui va comme un bourrin les mémoriser et produire les résultats. Voilà. Après, donc le rééchantillonnage. Donc, vous pouvez rééchantillonner vos données afin de modifier la taille ou la distribution. Vous pouvez peut-être utiliser un échantillon de données beaucoup plus petit pour vos expériences afin d'accélérer le processus ou encore sur-échantillonner ou sous-échantillonner les autres. Les observations d'un type spécifique afin de mieux les représenter de votre ensemble de données. Voilà. Donc, en fait, tout ici, ça va dépendre de votre cas, de votre cas, de votre use case, en fait. Donc, euh, des fois, euh, des fois, si on a besoin d'aller vite, par exemple, parce que l'entraînement, des fois, ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps au modèle. Donc, euh, pour ce faire. Donc, on peut aller dessus une stratégie où on se dit, bah, écoutez, nous, on a besoin d'aller un peu vite. Donc, au lieu de lui envoyer tout le paquet de données qu'on a, voilà, on lui fournit un sous-échantillon sur lequel il va s'entraîner, ça va aller plus vite. Et ensuite, derrière, on va faire une sorte d'entraînement continu. Donc, pendant il est déployé, il est en train d'être utilisé, on essaie, on fait une sorte de pipeline dans laquelle, voilà, on le met à jour à partir de données qu'on récupère en live. Et derrière, on continue de lui donner aussi des données d'entraînement. Donc, on le met continuellement comme ça à jour. Et donc, voilà, donc là, ça va demander aussi une certaine architecture qu'il faudra mettre en place. Après, en termes de prédiction, donc recadrer votre problème, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que euh, il faut être à même de déterminer quelle sorte de prédiction qu'on veut. Donc là, par exemple, je vais dire, ah, mais je parle du prix de vente d'une maison, par exemple, le prix de vente d'une maison. Mais peut-être qu'en fonction de mon besoin, c'est pas forcément le prix de vente de la maison que je dois chercher à déterminer à partir des paramètres, par exemple. Ça peut être, ça peut être on va dire, les conditions de vie, le niveau de vie. Donc, comment on essaie d'évaluer ça? Comment, mathématiquement, on essaie de déterminer ça à partir d'un certain, ça peut être un pourcentage, ça peut être des valeurs pondérées, donc, qu'on aura mis en place, conçu, préétabli, c'est tout. Donc, ça va dépendre du besoin. Donc, mais, est-ce que c'est, voilà, donc là, est-ce que mon problème, c'est un problème de régression, de classification, voilà, de clustering? euh, Est-ce que mon problème, c'est de la détermination d'anomalies, c'est de la notation ou de la recommandation? Donc, on va dire là, en fait, on rentre un peu, en gros, dans déterminer est-ce que mon cas il est adapté à de l'entraînement
supervisé, non supervisé, semi-supervisé. Donc, c'est de voir. Tu vois. Par exemple, si dans mon problème, je me rends compte que je dois déterminer en deux valeurs. Par exemple, je me dis, bah, échouer, non, échouer, réussi. Par exemple, c'est un peu de la classification. Donc, si j'ai des données et que au bout, je dois dire, bah, à partir de ces données-là, je dois pouvoir déterminer si la personne a réussi son examen ou la personne a échoué. Donc, j'ai des heures, j'ai heures d'études, par exemple, heures d'études, temps de compo et notes, par exemple. Donc, je sais que telle personne a étudié pendant 7 heures. La compo, elle est de 2 3 heures. C'est un exemple comme ça que je donne. C'est pas un exemple fait. C'est vraiment pensé à la volée. Et la personne a eu 15. Donc voilà, il a étudié 7 heures. euh, il a étudié 7 heures. Il a composé pendant 3 heures. Il a eu 15. Quelqu'un d'autre a étudié 3 heures. Il a composé pendant 3 heures. Il a eu 7. Donc, voilà, on essaie d'établir un certain nombre de données comme ça, dans un échantillon comme ça. Donc, à la fin, on détermine est-ce que la personne passe l'examen ou pas en fonction de la note. Donc, réussi, échoué, réussi, échoué, réussi, échoué. Dans ce cas-là, on est en train de faire une sorte de classification. Voilà, on fait une sorte de classification. Euh, Après, si c'est un cas de recommandation, par exemple, la recommandation, ça peut être en fonction des achats que j'ai fait ou en fonction des éléments. Si je suis sur un site de e-commerce ou un site de vidéo, ce genre de choses, en fonction de mes précédentes vues ou bien mes précédents achats, on peut dire, bah, en fonction de ça, son profil ressemble à celui de tel ou tel client. Donc voilà, donc on peut lui recommander telle liste de produits, ce genre de choses. Donc ça dépend. Donc on va avancer. Donc redimensionner vos données. Pouvez-vous redimensionner les variables d'entrée numérique? La normalisation et la standardisation des données d'entrée peuvent améliorer les performances des algorithmes qui utilisent des entrées pondérées ou des mesures de distance. Voilà. Donc, ici, je pense que c'est assez clair. Vous transformez vos données. Pouvez-vous remodeler la distribution de vos données en rendant les données d'entrée plus gaussiennes? La distribution des données suit une loi normale. Pour en cloche et tout. En les faisant passer par une fonction exponentielle, vous pouvez mieux exposer les caractéristiques des... Ok, donc pour aborder la partie sur le redimensionnement des données, on peut redimensionner les variables d'entrée numérique, la normalisation, la standardisation des données d'entrée peuvent améliorer les performances des algorithmes qui utilisent des entrées pondérées ou des mesures de distance. Oui, bon, ça c'est un peu plus visible visuellement, mais en explication mathématique, souvent on peut se retrouver avec une variable dominante qui peut fausser la lecture. Donc, normaliser les données va permettre de quand même les rapprocher d'une certaine manière et d'avoir une meilleure lisibilité en fait du résultat pour orienter vos, vos prédictions. De toute façon, on aura une autre session où on verra en détail toutes ces applications-là et je pourrais faire référence aux différents éléments et tout concernant ces différentes parties. Donc, transformer vos données, vous pouvez remodeler la distribution de vos données en rendant les données d'entrée plus gaussiennes. La distribution des données suit une loi normale, aux courbes de cloche, ou en les faisant passer par une fonction exponentielle, vous pouvez mieux exposer les caractéristiques des données à l'algorithme d'apprentissage. Oui, euh, là encore, c'est vraiment une autre manière de formater ces données, de les traiter et tout, après de les visualiser. Donc, généralement,
généralement, comment on appelle les algorithmes, l'algorithme SVM ou les réseaux de neurones, Camine, donc ici, donc les algorithmes de Camine et tout. C'est dans ces cas-là qu'on a besoin de faire en sorte que les données aient euh, un certain format, donc suivent une certaine euh, 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 schématisation pour les appliquer. Voilà. Ensuite, donc, projetez vos données. Donc, vous pouvez projeter vos données dans un espace de dimension inférieure. Vous pouvez utiliser une méthode de regroupement ou de projection non supervisée pour créer une représentation compressée antérieure nouvelle de votre ensemble de données. Si vous pouvez faire une sélection des caractéristiques. Donc, toutes les variables dentées ont-elles la même importance? Utilisez les méthodes de sélection et d'importance des caractéristiques pour créer de nouvelles vues de données à explorer à l'aide d'algorithmes de modélisation. Bon, on va dire que pour ce point-là, sur la partie de la sélection des caractéristiques, j'en ai un peu parlé. Donc, ça devient un peu une répétition, mais bon, après, il est dit que la répétition, elle est pédagogique. Après, projeter vos données, donc en fait, en réalité, on peut faire du clustering à ce niveau-là par rapport aux données. Donc, apprentissage non supervisé. Donc, de l'apprentissage non supervisé vous permettra de déceler certains patterns dans vos données que peut-être vous n'aurez pas vu vous-même. Donc, dans ce cas-là, oui, effectivement, en appliquant un algorithme de clustering, euh, euh, ça, 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 ça vous permettra, par exemple, de trouver des catégories, voilà, au niveau de vos données. Et après, vous pouvez utiliser ces catégories-là, vous baser sur ces catégories pour faire du feature engineering, donc faire différents paramétrages et tout. Voilà, ça peut être intéressant. Mais ça reste toujours dans une question d'expérimentation, en fait, euh, des éléments ou des algorithmes, des pratiques, donc une certaine expérimentation, même au niveau des données, pour pouvoir euh, déceler, on va dire, des patrons, voilà, des patterns, et qui vous permettraient, en quelque sorte, d'améliorer les données que vous passerez en entrée à votre modèle pour faire de la prédiction. Donc, ingénierie de caractéristiques. Donc, vous pouvez créer et ajouter de nouvelles caractéristiques de données. Il existe peut-être des attributs qui peuvent être décomposés en plusieurs nouvelles valeurs, comme des catégories, des dates ou des chaînes de caractères, ou des attributs qui peuvent être agrégés pour signifier un événement, comme un compte, un indicateur binaire ou un résumé statistique. Bon, ici, on va dire que voilà, ça, c'est toujours dans la même veine au niveau des données, au niveau des features, des paramètres d'entrée. Il est possible pour vous de, de faire ce qu'on a dit ici, euh, de décomposer certaines données, certains paramètres pour en créer d'autres. Donc, vous pouvez soit augmenter vos paramètres en utilisant en prenant des paramètres qui existent déjà, en les décomposant en plusieurs sous-paramètres, voilà, ou prendre des paramètres, faire un agrégat de paramètres pour en avoir qu'un seul. Donc, ça va dépendre de vos différents cas. Et c'est vraiment des choses qu'on fait de par l'expérimentation. Et il n'y a pas une formule parfaite. Donc, pour des cas, par exemple, qui ont déjà été étudiés, donc qui sont dans le domaine public, oui, effectivement, vous pouvez vous baser sur des choses qui ont été déjà faites pour les appliquer et formater vos données, les traiter vos données comme ça a été déjà fait et les utiliser pour les passer comme données d'entrée à votre algorithme. Mais il peut s'avérer que votre cas soit un peu particulier et que vous souhaitez plus ou moins obtenir un résultat différent de ce qui est déjà vu.
vous souhaitez obtenir un résultat qui n'est pas encore vu. Donc, en fonction de vos objectifs, vous pouvez, comme de par les différents éléments qui ont été cités plus haut, faire toutes tous ces petits ajustements, tous ces petits tests-là, donc voilà, pour faire ressortir quelque chose de plus probant, euh, de plus parlant. Mais vraiment, c'est des choses qui se font au cas par cas. Il y en a qui se font de manière générale et globale pour plus ou moins des choses plus simples ou plus complexes qui ont déjà été expérimentées et qui aujourd'hui on va avérer comme fonctionnels, donc qu'on peut reproduire sur des projets similaires. Donc, on peut les prendre telles quelles et les appliquer, les reproduire et obtenir des résultats qui sont parlants. Mais par contre, euh, pour des cas qui se rapporteraient à une même, on va dire, à un même sample, à un même échantillon, des fois, vous allez être amené à faire des compositions, à faire des ajustements, voilà, à faire des arrangements, on peut dire. Donc, en ayant euh, faites tout ça, donc vous pourrez avoir à disposition, voilà, un ensemble de vues et différentes versions de votre ensemble de données. Voilà, donc ça voudrait dire que vous pouvez avoir euh, votre ensemble de vues ou de données initiales et cet ensemble de vues et de données initiales, vous allez faire des ajustements, des traitements là-dessus pour avoir un deuxième ensemble, là, ou peut-être un troisième. Et vous allez avoir différentes sources de données comme ça que vous aurez créées et sur lesquelles vous allez faire des différentes expérimentations où vous allez entraîner votre modèle sur ces différentes données-là et ensuite voir un peu les résultats que ça donne. Et derrière, vous pourrez décider de quel ensemble elle est plus appropriée, donc quelle méthode vous a permis d'avoir les meilleurs résultats et de partir sur ça. Voyez. Donc, en plus de, de, de parler d'amélioration sur les données, donc en se focalisant sur la catégorie données, on peut aussi se focaliser sur les algorithmes qu'on utilise, dans les algorithmes auxquels on passe nos données. Donc, une fois qu'on a les données qu'on estime que peut-être nos données, elles sont bien, elles n'ont pas à être modifiées, elles n'ont pas à être améliorées, on n'a pas besoin de générer de nouvelles données ou des données fictives pour les fournir à nos algorithmes et qu'on estime que ce sont nos algorithmes qu'on devrait améliorer. À ce moment-là, voilà, on passe maintenant à l'amélioration de nos algorithmes en appliquant différentes techniques, en faisant des expérimentations. Voilà. Et donc, on pourrait identifier les algorithmes et les représentations des données qui offrent des performances supérieures à la moyenne et au niveau de référence. Restez sceptique et concevez des expériences qui vous empêchent de vous tromper. Donc, en gros, c'est vraiment dans l'objectif de toujours être de viser la performance, de viser en fait le parfait. Voilà. Le parfait peut plus ou moins, selon certains, exister ou ne pas exister, mais on essaie de, comme j'ai dit, de se rapprocher de vraiment quelque chose qui nous donne un résultat plus proche de la réalité, plus probant et qui nous donne plus de chances de succès dans l'entreprise selon les objectifs qu'on s'est fixés, pardon. Voilà. Donc, pour ce faire, on peut faire du rééchantillonnage. Voilà. Donc, quelle méthode de rééchantillonnage est utilisée pour estimer les performances sur de nouvelles données? Utiliser une méthode et une configuration qui exploite au mieux les données disponibles. La validation croisée, scaffold, avec un ensemble de validations externes pourrait constituer donc il pourrait constituer une bonne pratique. Donc, il est possible, donc il est aussi nécessaire euh, là on est encore euh, sur, on va dire on est passé sur les algorithmes, mais aussi un peu sur les données, parce que
faire du rééchantillonnage de nos données sur lesquelles, à partir de ce rééchantillonnage, on essaie encore d'appliquer, qu'on passe, on essaie encore d'appliquer nos algos et qui vont nous produire des résultats. Et en fait, il nous faut des moyens d'évaluer et de réévaluer à chaque fois pour voir est-ce que, après toutes ces modifications, après euh, tout- toutes ces manipulations, voilà, est-ce qu'on obtient quelque chose de différent? Est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'on avance vers un résultat plus probant? Est-ce que, voilà. Donc, il y a toutes ces questions-là. Donc, maîtrise d'évaluation. Quelle métrique est utilisée pour évaluer la qualité des productions? Utiliser une métrique qui reflète au mieux les exigences du problème et du domaine. Il ne s'agit probablement pas de la précision de la classification. Oui, effectivement. Euh, et comment est-ce qu'on évalue euh, les résultats de la prédiction comment est-ce qu'on évalue les résultats de la prédiction? Est-ce qu'on part sur une marge d'erreur? Est-ce qu'on se dit, voilà, selon l'algorithme qu'on a employé, notre algorithme, voilà, il est susceptible d'avoir une certaine marge d'erreur. Donc, si la marge d'erreur, elle est assez faible, alors on estime que notre prédiction, elle est bonne, elle est assez bonne. Mais par exemple, si notre marge d'erreur, elle est trop grande, alors il est clair que la prédiction, elle est mauvaise par exemple. Donc, si on part d'un point et qu'on on veut se baser sur, en termes de représentation, on a une ligne, euh, on a une ligne genre médiane et on a des points de part et d'autre de cette ligne, supposons. Et on estime que les points qui sont les plus proches de la ligne sont ceux-là sur lesquels on doit se baser. Donc, ceux qui sont les plus loin sont ceux qui ont le plus grand, sont plus susceptibles à une marge d'erreur. Donc, si on veut considérer que on part sur un algorithme qui nous donne des résultats basés sur une question de distance, voilà, donc par rapport à un point de référence, donc ceux qui sont les plus proches, on suppose que c'est ces éléments de réponse qui pourront satisfaire notre besoin. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça peut être un peu, cette explication, elle n'est pas forcément réaliste, elle n'est pas basée sur un exemple concret, mais en réalité, derrière, euh, j'essaie un peu d'imager une version explicative. Mais je pense que quand on va arriver sur les parties euh, pratiques, parce que après cet échange de discussion et tout, on va aussi faire une partie pratique d'implémentation pour un peu revoir un peu tout ça, comment ça se fait de manière concrète. Voilà. Donc, performance de référence. Donc, qu'est-ce qu'on entend par performance de référence pour comparer des algorithmes? Utiliser un algorithme aléatoire ou un algorithme basé sur la règle du zéro, prédiction de la moyenne voilà, ou du mode, afin d'établir une référence permettant de classer tous les algorithmes évalués. Voilà. Donc, on va dire que on va essayer de prendre un algorithme qui va nous produire des résultats de référence. Et derrière, on va se dire que bah, lui, il nous a produit quelque chose et que ce résultat de référence, par rapport à cela, nous, on va évaluer les autres et on va essayer de regarder celui qui se rapproche le plus. Donc, celui qui n'a pas trop d'écart selon les résultats, on va se dire que vous voyez, c'est le meilleur par rapport à notre cas d'utilisation. Et donc, on va faire des expériences un peu comme ça pour essayer, voilà, différents cas d'utilisation, différentes expérimentations pour voir. Donc, on va essayer plusieurs algorithmes. Donc, je sais que il y a, par exemple, dans le cas d'AutoGluon, où il y a différentes plateformes d'IA qui proposent des multimodèles, ou voilà, ou, par exemple, pour un cas de prédiction particulier,
il te lance plusieurs algorithmes à la fois qui font les prédictions. Et derrière, en fait, toi, tu as la possibilité d'évaluer tous ces algorithmes-là, le temps d'exécution, voilà, les marges d'erreur, ce genre de choses, et de déterminer le plus approprié de ce fait-là. Voilà, ça te permet, en fait, de ne pas lancer ces expérimentations-là de manière individuelle. Ça pourrait prendre du temps. Mais même dans le cas où tu les lances tous ensemble, ça demande aussi énormément de ressources. Donc, on va dire en termes de ressources de computation, en termes de ressources de calcul, voilà, voilà, euh, ça demande aussi énormément de ressources pour pouvoir performer. Donc, voilà. Donc, vérifier les performances des algorithmes linéaires. Donc, quels algorithmes linéaires sont performants? Les méthodes linéaires sont souvent plus sensibles aux biais, faciles à comprendre et rapides à entraîner. Elles sont à privilégier si elles permettent d'obtenir de bons résultats. Évaluer un ensemble varié de méthodes linéaires. Vérification ponctuelle des algorithmes non linéaires. Quels algorithmes non linéaires sont performants? Les algorithmes non linéaires nécessitent souvent plus de données, présentent une plus grande complexité, mais peuvent atteindre de meilleures performances. Évaluer un ensemble diversifié de méthodes non linéaires. Donc, en détail, on verra en fait une panoplie. Voilà. Donc, quels sont les algorithmes linéaires, ceux qui sont non linéaires et tout. Inspirez-vous de la littérature. Ça aussi, ça c'est important. Donc, quels algorithmes sont reconnus pour leur efficacité sur votre problème? Vous pourriez y trouver des idées de type d'algorithmes ou d'extensions de méthodes classiques à explorer. Alors, tout ça, tout ce qu'on a dit au début et tout, c'est bien, c'est important, c'est bien de connaître, voilà, c'est bien de pouvoir reconnaître qu'on est dans un cas où on doit appliquer un algorithme linéaire, ou on doit appliquer un algorithme non linéaire. Euh, voilà, on est dans un cas où nos données suivent une loi gaussienne, on est dans un cas où euh, euh, on doit faire de la normalisation sur nos données, ce genre de choses. Mais derrière, après, en fonction de notre problème, il y a aussi énormément de recherches à faire aussi de notre côté. Donc, il y a de la lecture à faire de par ce qui a été fait, déjà fait. Voilà. L'objectif, ce n'est pas forcément de recréer la roue, mais aussi l'objectif, c'est de se baser sur les expérimentations qui ont été déjà faites et de les adapter aussi. Donc, en fonction de ton problème, tu peux trouver soit euh, que ton problème a déjà été résolu et abordé par quelqu'un. Donc, qui a fait une publication, qui en a parlé et tout, comment il a procédé, quel algorithme il a utilisé et tout, quel a été le plus performant, comment il a fait les évaluations, comment il a pris les métriques et tout, peut aller vite. Comme aussi, il peut avoir, pas forcément ça, mais il peut avoir un problème qui est assez similaire. Et ce problème-là, tu peux te baser sur sur ce, sur ce problème et sur la solution à ce problème-là et l'adapter à ton besoin pour produire quelque chose de plus parlant pour toi, hein, de plus concret. Voilà. Donc, configuration standard. Quelles sont les configurations standards pour les algorithmes évolués? Chaque algorithme doit avoir la possibilité de faire ses preuves sur votre problème. Cela ne signifie pas optimiser les paramètres pour l'instant, mais plutôt étudier comment configurer correctement chaque algorithme et lui donner une chance de réussir la comparaison. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des choses euh, qui peuvent se faire de manière individuelle. Comme j'ai dit aujourd'hui, il y a des outils qui le font à la volée et tout. Donc tu as des outils qui embarquent les multimodèles et qui te permettent de, de- de- euh, d'expérimenter une panoplie d'algorithmes sur ton problème. Et derrière toi, tu as à la fin un résultat détaillé de chaque algorithme donc, qui a été fait.
Et derrière, tu as la possibilité de voilà, faire tout ce qui est paramétrage individuel, ce genre de choses, pour essayer de plus ou moins voir dans quel cas, par rapport à ton problème et par rapport à quel objectif de prédiction, quel algorithme serait le mieux, ainsi de suite. Hein. Donc, en gros, ça, c'est en fait c'est une phase qui te permettrait, par exemple, de faire une sélection d'algorithmes qui seraient adaptés à ton problème. Ensuite, euh, ensuite, on va parler du tuning. Voilà. Donc, le tuning, qu'est-ce que c'est? Alors, l'optimisation des algorithmes est sans doute l'activité la plus chronophage. Elle peut s'avérer très chronophage. Un simple test permet souvent de repérer rapidement un ou deux algorithmes performants. Exploiter pleinement leur potentiel peut cependant prendre des jours, des semaines, voire des mois. Oui, après, ça va dépendre aussi du volume de données que tu veux, sur lequel tu fais tes tests et tout. Donc, tirer le meilleur parti des algorithmes d'apprentissage automatique performants. Oui, alors. Euh, le tuning. Donc, comment on fait, quelles sont les méthodes, quelles sont les expérimentations qu'on fait à ce niveau. Voilà. Voilà. Donc, quel diagnostic analysez-vous concernant votre algorithme? Euh, Je pense que ça m'a écrit ce truc. Voilà. Euh, donc, je vais dire quel diagnostic euh, vous faites concernant votre algorithme. Donc, quelle est l'analyse qui ressort de par l'application de votre algorithme. Donc, si vous avez fait une évaluation de votre algorithme, vous avez des métriques, ce genre de choses. Donc, pouvez-vous examiner, par exemple, examiner les courbes d'apprentissage pour déterminer si la méthode est sûre ou sous-adaptée au problème et corriger le tir. Différents algorithmes peuvent proposer différentes visualisations et différents diagnostics. Analyser les prédictions correctes et incorrectes de l'algorithme. Ok, donc voilà, donc là, c'est une manière en fait de te demander, et lorsque tu as appliqué ton algorithme, comment est-ce que tu l'évalues? Comment est-ce que tu fais un diagnostic sur sa courbe d'apprentissage? Est-ce que tu estimes que sa courbe d'apprentissage, elle est bonne dans le temps? Dans les performances. Euh, Est-ce que il arrive à traiter les données de manière cohérente? Est-ce qu'il arrive à te sortir des résultats probants? Est-ce que en termes de visualisation, de par la visualisation qui est produite après application de ton algorithme, est-ce que cette visualisation-là te permet de dire effectivement, est-ce que mon algorithme il est bien, il n'est pas bien, il s'en sort bien, est-ce que il performe bien ou est-ce qu'il performe moins de par ce paramétrage que j'ai fait et tout. Donc, ça va te permettre de derrière jouer un peu sur comment l'appliquer, ou l'appliquer, avec quels paramètres. Voilà. Euh, donc, derrière, ensuite, faites confiance à votre intuition. Que vous dit votre instinct? En manipulant les paramètres suffisamment longtemps et avec un retour d'information rapide, vous pouvez développer une intuition sur la façon de configurer un algorithme pour un problème donné. Essayez et voyez si vous trouvez de nouvelles configurations de paramètres à tester sur votre banc d'essai plus large. Donc, euh, là, en fait, c'est un peu une manière de jouer. Au lieu de partir sur euh, le paramétrage et l'exécution de votre algorithme sur un large volume de données, vous pouvez prendre un tout petit échantillon, essayer de le tester, voir un peu les retours, voilà, essayer d'avoir des métriques, essayer d'analyser, essayer de comprendre comment tout ça il fonctionne, comment il évolue et tout. Et si vous estimez que après tous ces tests-là,
vous êtes satisfait du résultat. Maintenant, vous pouvez passer sur le volume, sur un plus large volume de données pour faire votre entraînement. Encore une fois, inspirez-vous de la littérature. Donc, inspirez-vous de la littérature. Je pense qu'on va finir par comprendre que c'est vraiment faire de la lecture, de la recherche, voilà, poser des questions autour de vous sur les forums, euh, aller sur les sites spécialisés pour un peu voir ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait et essayer de l'adapter à son besoin. Voilà. Donc, recherche aléatoire. Donc, quels paramètres peuvent bénéficier d'une recherche aléatoire? Pouvez-vous, par exemple, utiliser une recherche aléatoire des hyperparamètres d'un algorithme pour découvrir des configurations auxquelles vous n'aurez pas pensé? Ça aussi, c'est une autre manière de faire. Donc, c'est vraiment là, c'est pas du paramétrage basé sur de l'intuition ou voilà, sur de la connaissance et tout. C'est vraiment des trucs assez aléatoires que voilà, vous essayez de balancer là pour essayer de produire un résultat assez probant, mais toujours en suivant une certaine ligne directive. Euh, et il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup on va dire souvent d'incertitudes, souvent des choses qui, oui, on part à l'instant de par une expérience que j'ai eue sur un précédent projet, voilà, ou même sur le projet en question de par des précédentes expérimentations que j'avais faites et tout. Donc, recherche par grille. Quels paramètres peuvent être utilisés pour la recherche par grille? Existe-t-il peut-être des grilles de valeurs d'hyperparamètres standards que l'on peut parcourir pour retrouver de bonnes configurations, puis répéter le processus avec des grilles de plus en plus fines. Voilà. Donc, ça se rapporte encore à de l'expérimentation. Donc, retrouver certaines grilles de valeurs qu'on pourrait passer en paramètres et d'en expérimenter au fur et à mesure, d'essayer d'en trouver et de par rapport de par ton algorithme que tu utilises, de voir en fait et même et souvent pour des projets qui sont plus ou moins proches de celui sur lequel tu travailles, de trouver des grilles des valeurs et de les essayer. Donc, voilà, donc d'essayer plusieurs grilles de valeurs comme ça. Et derrière, de voir quel résultat on obtient. Donc, ensuite, donc on parle d'optimisation. Quels paramètres pouvez-vous optimiser? Existe-t-il peut-être des paramètres comme la structure ou le taux d'apprentissage qui peuvent être ajustés à l'aide d'une procédure de recherche directe, comme la recherche de motifs ou d'une optimisation stochastique, comme un algorithme génétique? Voilà. Donc, ici, on parle un peu d'optimisation d'algorithmes, optimisation de procédures de recherche, ce genre de choses. Euh, donc, comment est-ce que vous pouvez optimiser ces paramètres-là? Donc, c'est vraiment, il y a dans ce genre de choses, dans ce qui est le tuning, il y a un peu du tâtonnement, on va dire, des fois. À part si tu maîtrises un peu le sujet que tu en as déjà fait, là, ça vient, ça devient de la certitude, donc tu fais des choses que tu maîtrises énormément. Mais des fois, ça se rapporte à vraiment de la recherche et de la découverte, donc de l'exploration. Tu essaies des choses, voilà. Ça ne veut pas dire que tu ne comprends pas à force, tu ne comprends pas l'algorithme que tu utilises, tu comprends l'algorithme que tu utilises, mais tu ne sais pas quels sont les paramètres les plus appropriés pour obtenir, en fait, pour essayer de converger vers le résultat le plus proche de la prédiction qu'on veut faire. Donc, on ne maîtrise pas. Et des fois, vu que il y a, donc on parle d'hyperparamètres, et des fois, et comme j'avais dit au départ, les paramètres, il y en a énormément. Ouais. Donc, il y en a énormément. Donc, c'est des choses que tu ne peux pas faire
à la main. C'est des choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Tu es obligé de les faire, de les faire passer dans un algorithme donc, et d'utiliser un ordinateur pour pouvoir te faire, en fait, te traiter tous ces éléments-là. Et c'est en cela que aujourd'hui, l'utilisation des ordinateurs donc, et des machines assez performantes avec des cartes graphiques plus performantes les unes que les autres, avec des CPU plus performants, des TPU même, voilà, sont assez importants parce que euh, ça, par exemple, ces grilles, ces recherches aléatoires de paramètres, ces recherches par grille, ce genre de choses, c'est des choses qui ne sont pas, on va dire, aisées à faire euh, pour un humain. Voilà. OK. Donc, on passe à la suite. Donc, on parle d'implémentation alternative. Donc, quelles autres implémentations de l'algorithme sont disponibles? Une autre implémentation de la méthode pourrait peut-être donner de meilleurs résultats sur les mêmes données. Chaque algorithme comporte une multitude de micro-décisions qui doivent être prises par la personne qui l'implémente. Certaines de ces décisions peuvent avoir une incidence sur la résolution de vos problèmes. Donc, supposons on a notre algorithme, on l'a implémenté d'une certaine manière et voilà, il se peut que voilà, on soit tombé sur un article, une publication scientifique ou, voilà, ou un article de recherche qui parle du même algorithme, mais implémenté avec une petite subtilité, avec voilà, une, quelque chose de différent, d'une autre manière, qui se dit vouloir apporter une certaine touche d'optimisation. Donc, est-ce qu'on peut appliquer cela? Est-ce qu'on peut l'appliquer à notre cas? Est-ce que ça sera probant? Voilà, donc il y a vraiment, c'est vraiment de la recherche, comme je dis, c'est vraiment tâtonnement, c'est vraiment de l'expérimentation. Donc, extension d'algorithme, donc qu'est-ce que c'est? Donc, quelles sont les extensions courantes de l'algorithme? Vous pouvez peut-être améliorer les performances en évaluant les extensions courantes au standard de la méthode. Cela peut nécessiter un travail de mise en œuvre. Donc, voilà, on est toujours euh, dans de l'expérimentation, comme je dis. Donc, après personnalisation des algorithmes, quelle personnalisation peut être apportée à l'algorithme pour votre cas particulier? Il existe peut-être des modifications que vous pouvez apporter à l'algorithme pour vous donner, qu'il s'agisse de la fonction de perte, des méthodes d'optimisation interne ou des décisions spécifiques de l'algorithme pour vos données, pardon. Voilà, donc, euh, est-ce que l'algorithme en question avec un peu plus d'expérience, donc par rapport au sujet, par rapport à votre problème, est-ce que vous estimez que cet algorithme-là n'est pas complet ou qui ne répond pas forcément? Il répond aux besoins standards, donc aux besoins standards qui se réfèrent au problème, mais par contre, pour votre problème qui est particulier, vous avez besoin en fait de modifier l'algorithme pour qu'il se comporte différemment. Donc, vous avez besoin peut-être de modifier juste un peu l'algorithme pour qu'il se comporte différemment. Donc, que ce soit de comment il gère le traitement des paramètres ou comment comment il fait le calcul euh, de, 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 de la marge d'erreur. euh, comment, ici, il y a une méthode d'optimisation interne, ce genre de choses, ou des décisions qu'il pourrait prendre ou ne pas prendre. Donc, peut-être réduire certaines décisions, ajouter des décisions, ajouter des vérifications, euh, voilà, ajouter des combinaisons de paramètres, ce genre de choses. Donc, vous y allez franco, quoi, à ce niveau-là, pour essayer de déterminer si oui ou non l'algorithme il vous convient. Et donc, on est vraiment là dans la partie du tuning c'est pourquoi c'est dit que c'est chronophage parce que
ça demande énormément de temps d'expérimentation. Ça demande aussi euh, énormément de calculs à faire. Donc, énormément on va dire, c'est un cycle. Donc, il y a des va-et-vient incessants qui sont faits par rapport à l'algorithme, par rapport au code, par rapport aux résultats, par rapport aux données qu'on passe, ainsi de suite. Avant de se dire, bah, écoute, à ce moment-là, on est bien, on est calé et on peut passer à une autre étape. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, contacter les experts, ça peut se rapporter. Contacter les experts peut se rapporter aussi à la littérature. Vous pouvez contacter des personnes que vous connaissez réputées euh, dans le domaine, voilà, pour leur exposer, votre problème, vos besoins, quelles sont vos orientations. Ils peuvent vous donner des conseils, voilà. Vous pouvez aller sur les forums, vous pouvez aller sur les groupes, voilà, pour échanger, discuter et trouver des solutions. Donc, il y a plein de plateformes en ligne où vous pouvez trouver des réponses à vos besoins. Donc, à la fin de ce parcours de tuning-là, maman pouvait avoir à disposition une liste euh, d'algorithmes optimisés donc pour l'apprentissage automatique et tout. Ensuite, la prochaine étape que vous pourrez appliquer, et comme j'ai dit, c'est vraiment des expérimentations qui sont faites du haut vers le bas. Donc, on part des données. Donc, on essaie d'apporter de l'optimisation au niveau des données. Si on a fait une optimisation au niveau des données et qu'on estime que c'est pas suffisant, on passe aux algorithmes. Si on fait une optimisation au niveau des algorithmes qu'on estime que c'est pas suffisant, on passe au tuning. Si on fait une optimisation au niveau du tuning, maintenant, on fait une optimisation euh, en essayant de combiner plusieurs modèles, donc plusieurs résultats de prédiction, par exemple. Donc, on peut combiner les prédictions, de plusieurs modèles après le réglage des algorithmes. C'est la prochaine grande idée pour améliorer les performances. En fait, vous pouvez souvent obtenir de bons résultats en combinant les prévisions de plusieurs modèles suffisamment performants plutôt qu'en utilisant plusieurs modèles hautement réglés. Combiner les prédictions de plusieurs algorithmes performants. Euh, Là, on va dire que il y a des rumeurs qui circulent sur, en fait, euh, la, la structure ou, on va dire, la structure des différents IA les plus réputés. Donc, quand on parle de GPT, ChatGPT, Gemini et autres, et que, en fait, il serait pas composé d'un seul modèle. C'est possible qu'il soit composé de plusieurs modèles qui sont plus ou moins entraînés pour différents cas et qui derrière, il y a une sorte de dispatching qui est fait, qui est assez optimal pour gérer. De toute façon, il est mieux d'avoir plusieurs modèles entraînés sur des cas spécifiques que d'en avoir un énorme qui est soi-disant le super modèle qui fait tout. De la même manière que en étant humain, on ne fait pas tout, on ne maîtrise pas tout. De cette même manière, c'est plus logique qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des modèles, ce qu'on appelle les distill modèles, des modèles un peu plus petits, mais qui sont hyper performants dans ce qu'ils font. Voilà, donc ça pourrait être intéressant de, pour un cas d'utilisation ou un autre, avoir deux ou trois modèles qui ont été entraînés sur des données plus ou moins différentes ou peut-être sur le même échantillon, mais pas avec les mêmes algorithmes, par exemple.
Et derrière, ils vont te produire des résultats de prédiction. Et les résultats de prédiction qui te produiront ces modèles, tu vas encore faire déduire en fait ton résultat final sur ces productions, sur ces prédictions, pardon, que tu auras eu de ces modèles. Et des fois, en fait, tu obtiens de meilleurs résultats en te basant sur ça. Et c'est là que tu as des probabilités, des statistiques, des modèles de probabilité, des statistiques qui pourront entrer en jeu pour te permettre de, voilà, alors, si c'est des résultats numériques, tu peux prendre des moyennes, ce genre de choses, pour dire, ah bah, écoute, par rapport aux résultats qui me sont sortis, si je prends la moyenne, je suis sûr d'obtenir un résultat assez proche de la réalité, par exemple. Donc, tu peux mélanger les prédictions des modèles. Tu peux superposer les représentations des données. Par exemple, les données, donc lorsqu'on les passe dans des modèles mathématiques et tout, on peut avoir une certaine représentation, donc une visualisation des résultats ou des données. Et à ce moment-là, tu peux faire une lecture de cette visualisation pour faire une interprétation et déterminer des résultats. C'est possible. On le fait déjà que ce soit en statistique, dans certains domaines, ça se fait. Donc, ça peut aussi se faire au niveau de l'apprentissage automatique. On peut aussi mélanger des échantillons de données, pardon. Pouvez-vous combiner des modèles entraînés sur différentes vues de vos données? Vous pouvez peut-être créer plusieurs sous-échantillons de données et de vos données d'entraînement et entraîner un algorithme performant, puis combiner les prédictions. Cette technique appelée bootstrap régression ou bagging fonctionne mieux lorsque les prédictions de chaque modèle sont performantes, mais de manière différente et non corrélées. Pardon. Donc, euh, voilà. Donc, par exemple, ici, vous avez des données, vous les segmentez, donc vous créez des sous-échantillons de vos données. Ces sous-échantillons, vous les prenez vous prenez vous entraînez l'algorithme qui produit un résultat, vous prenez le deuxième, vous entraînez l'algorithme qui produit un résultat, et, les résultats des prédictions, vous les combinez, ok? Vous combinez les résultats de ces prédictions pour avoir un résultat final. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez corriger les prédictions des modèles performants? Donc, pouvez-vous corriger les résultats, les prédictions des modèles performants? Vous pouvez peut-être corriger explicitement les prédictions ou utiliser une méthode telle que le boosting pour apprendre à corriger les erreurs de prédiction. Donc, aussi, il faut apprendre. Ah, ok. Can you use a new model to learn how to best combine the predictions from multiple well-performing models? This is called stack generalization or stacking and often works when the submodels are skillful, but in different ways, and the aggregator model is a simple linear weighting of prediction. This process can be repeated multiple layers deep. Okay. Donc, ici, il faut apprendre en fait à combiner en fait les résultats des prédictions. Ok. Donc ensuite, apprenez à combiner. Pouvez-vous utiliser un nouveau modèle pour apprendre à combiner au mieux les prédictions de plusieurs modèles performants? C'est ce qu'on appelle la généralisation empilée ou l'empilement. Il fonctionne souvent bien lorsque les sous-modèles sont performants mais de différentes manières et que le modèle agrégateur est une simple pondération linéaire des prédictions. Ce processus peut être répété sur plusieurs couches. Alors, ici,
ici, on a la possibilité, on va dire, on a la possibilité d'avoir d'avoir différents modèles. Donc, ces modèles-là vont faire des prédictions, mais c'est des modèles assez performants, donc c'est des sous-modèles, on va dire. C'est des sous-modèles qui sont assez performants par rapport sur différents algos. Et lorsqu'ils vont te produire les résultats, toi, en fait, ces résultats-là, ils sont fournis à un autre modèle qui, lui, en fait, il sert juste de modèle d'agrégation pouvoir faire ressortir le résultat final. Pour faire ressortir le résultat final. Et généralement, c'est beaucoup utilisé dans les réseaux de neurones, par exemple. Donc, t'as des neurones, tu as un neurone en entrée, donc ou deux, par exemple, deux ou trois, quatre. Donc, en fait, les réseaux de neurones, ça fonctionne en couches. Donc, tu as plusieurs couches pour avoir un résultat au début. Et en fait, les couches, les informations sont traitées de couche en couche, donc sur plusieurs niveaux pour avoir le résultat final. Ça, en fait, c'est un peu ça qui est expliqué. Ok. Donc, on a des mini-modèles mathématiques là qui, en fait, on prend le premier, on a le premier neurone qui traite un résultat. Hein, on a une première couche. Donc, un, deux, il traite le résultat, il combine, il donne un troisième qui traite les résultats, un quatrième, ainsi de suite, un cinquième. Et au fur et à mesure, on part de couche en couche et on arrive à euh, euh, un neurone final qui, lui, va nous faire un output du résultat final. Donc, lorsqu'on fait de la combinaison de l'ensemble, combinaison de modèles ou ensemble de modèles, on peut arriver, on peut avoir plusieurs modèles ou ensemble de modèles performants et puissants, voilà, que d'avoir un seul modèle, super modèle gros et supposé performant, quoi. Voilà. Donc, en gros, je sais que des fois, dans les explications, je n'ai pas forcément été trop explicite et tout, mais je pense que on aura une session où on va, on va faire un peu de la pratique. Donc, on va repasser tout ça en revue, on va faire de la pratique et j'essaierai de faire le parallèle entre ce que j'ai expliqué là et ce que je suis en train de faire de manière pratique pour permettre en fait d'avoir une explication un peu plus contextuelle et moins abstraite des choses. Et ça pourrait être intéressant aussi de faire ça, donc d'allier théorie et pratique. Voilà. Donc, toujours comme je l'ai dit, cette explication, cette présentation, en fait, elle est à prendre de haut en bas. Mais ce n'est pas obligatoire de faire ainsi. Voilà, ça dépend des cas, ça dépend du cas dans lequel vous vous trouvez. Et voilà, en fonction de ce que vous voulez faire et de l'expérience et tout. Mais généralement, comme je dis, le plus important, c'est vraiment de partir des données. Les données, c'est vraiment la base. Après, le reste, ça reste des modèles mathématiques qu'on applique. Mais comme je dis, garbage in, garbage out, ça veut dire que si tu mets n'importe quoi en entrée, tu auras n'importe quoi comme résultat. Donc, ça reste toujours de la conclusion, mais c'est important aussi de peut-être le mentionner. Alors, vous n'avez pas besoin de tout. Ça veut dire que tout ce qui a été cité, vous n'avez pas besoin de tout faire, de faire tout ça. Donc, une seule bonne idée suffit à améliorer vos performances. Et, et voilà, il y a beaucoup de choses. Et sincèrement, il y a beaucoup de choses. Et je vais dire que moi-même, je ne fais pas forcément tout ça parce qu'il y a rarement des cas où tu as besoin de faire toute cette démarche-là. Des fois,
même tu te retrouves dans un seul groupe et dans un seul groupe, tu utilises peut-être une seule méthode et tout. Donc, choisir, commencer par choisir une catégorie. Donc, que ce soit au niveau des données, des algorithmes, du tuning ou des ensembles, donc ensemble combinaison tuning, paramétrage. En fonction de ton besoin, tu vas choisir une catégorie dans laquelle tu veux faire de l'optimisation, tu veux faire de l'optimisation de performance, mais tu veux améliorer les performances. Ensuite, dans cette catégorie que tu auras choisie, tu dois regarder, tu dois choisir, tu dois choisir une méthode que tu vas appliquer à ton problème. Et ensuite, tu vas choisir une approche à tester pour voilà, chaque méthode. Donc, lorsque par exemple, si on remonte par exemple, euh, alors, on va prendre quel... Bon, supposons que tu es dans la méthode, c'est la plus proche, mais dans le groupe des combinaisons par exemple. Donc là, on est dans un réseau de neurones. Donc, tu veux appliquer une méthode avec un réseau de neurones, par exemple. Donc, tu te concentres là-dessus, tu fais tes expérimentations là-dessus, et si tu veux, tu peux en faire en boucle, par exemple. Voilà. Tu n'as pas besoin euh, de, 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 de faire, par exemple, une expérimentation sur des réseaux de neurones et en plus rajouter de la superposition de représentation de données, par exemple. Tu peux le faire, mais ce n'est pas une obligation. Donc, c'est vraiment essayer de, de, de faire le moins possible pour avoir une meilleure visibilité en fait de ce que tu es en train de faire, pour ne pas être surmené, on va dire. Donc, garder les résultats euh, et donc comparer les résultats, pardon, et les garder s'ils sont concluants et ensuite recommencer. Donc, vous voyez que c'est, comme je dis, c'est une boucle et c'est une boucle d'expérimentation. Donc, c'est vraiment une boucle d'expérimentation et tu le fais de manière fréquente et tout pour performance. Donc, tu peux obtenir des résultats plus ou moins bons au premier essai, comme estimer que effectivement ce n'est pas encore ça. Donc, tu vas peut-être, après avoir travaillé sur les données, tu vas te dire, bon, je vais regarder au niveau des algorithmes. Si tu estimes que tu n'as pas envie de toucher aux algorithmes ou euh, il n'y a pas raison de toucher aux algorithmes, tu peux aller au tuning, donc travailler sur les paramètres, les hyperparamètres, donc voir des grilles ou voilà, générer des paramètres de manière aléatoire pour essayer d'améliorer les performances de ton modèle. Donc, voilà, donc tu fais ces deux étapes, donc tu en choisis une et ensuite tu descends, tu choisis le cheminement, tu suis le workflow et à la fin, tu recommences, ainsi de suite. Et en fait, tous ces résultats-là, tu peux faire une agrégation des résultats pour te permettre d'avoir une sorte de maîtrise te permet d'évaluer le travail que tu es en train de fournir, de voir est-ce que tu évolues, est-ce que tu es dans un statu quo ou est-ce que tu es en train d'avoir une régression. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, je pense que j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Euh, on va s'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures.